Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore les technologies de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur Paul Saucier et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous nous plongeons dans le monde passionnant des technologies de l'information. Des dernières nouvelles et tendances aux avis d'experts, nous couvrons tous les sujets et sans oublier nos recommandations de bière. Que vous soyez un passionné de technologie, d'une bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur Tech et Houblon. Aujourd'hui, on est heureux de recevoir encore une fois Nicolas Brodeur de R2I, qui est le directeur architecte de solutions. Donc, bienvenue Nicolas. Merci. T'es pas trop ennuyé? Pas tant que ça. Je me rappelle que la dernière fois, on a laissé ton martini s'écouler un peu, puis il a probablement dû être un peu plus chaud que tu es habitué de le boire. Donc, je vois aujourd'hui que tu as changé un petit peu ton concept. Le concept de Tech et Houblon, évidemment, c'est de fusionner deux passions chez R2I. Un qui est la technologie et le deuxième qui est la bière ou la boisson, dans le cas de la dernière épisode avec toi. Et puis, on demande toujours aux invités de recommander une bière pour notre audience. Qu'est-ce que tu as emmené aujourd'hui? J'ai apporté une bière qui s'appelle la Saison Rayée, qui est une bière... Est-ce que tu connais? Non. Non? OK. Non, mais je faisais oui avec ma tête parce que ça a l'air délicieux. C'est une bière de la compagnie de la microbrasserie Castor à Rigaud. C'est une bière en bouteille, donc notre ami et président Benoît Martel aime bien parce qu'il peut la rajouter dans sa collection. Donc, c'est une bière, Saison Rayée, en fait, c'est une bière, comment dire, c'est une bière sûre, mais qui est barriquée. Donc, elle est vieillie dans des fûts, je ne saurais pas dire quel fût, c'est sûrement écrit dessus, là, mais ça donne un côté acidulé, un peu vineux, vraiment, vraiment pas désagréable. Ça doit apporter une complexité, hein? Oui, tout à fait. Ouais. C'est une profondeur. En fait, oui, ça goûte la bière parce que c'est une bière de type sûr, mais barriquée, donc il y a un côté vineux. Je ne veux pas dire vin, là, mais il y a quelque chose du vin là, qui est vraiment, vraiment super agréable. Superbe. Moi, de mon côté, c'est un peu plus bière. Moi, je prends une... Écoute, en anglais, on ne dit pas. C'est le New England IPA ou le Northeast IPA. Ça s'appelle Ta meilleure de Lagavulin. Et puis, habituellement, je ne prends pas des bières fortes. Donc, je vais la boire tranquillement, celle-là, faire sûr que je passe à travers du podcast. Bon, c'est juste 7%. Tu devrais survivre. Pour moi, c'est beaucoup. OK. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est comment migrer vers le cloud en toute sécurité et comment R2I peut aider les clients à travers ce processus-là. Moi, je vais me mettre dans la place d'un client un peu. Et puis, j'aimerais ça. Je vais avoir des questions pour toi, littéralement, comme si j'étais un client, parce que je suis vraiment curieux de ce processus-là pour moi-même. Et puis, je suis certain qu'il y a un paquet de monde aussi qui vont pouvoir... donc, tu vas pouvoir répondre à leurs questions, finalement, à travers du podcast. Donc, tu vas voir, des fois, il va y avoir des questions, ce que je vais peut-être te demander. Tu vas dire, Paul, tu n'es pas un client. Et puis, mais c'est vraiment pour ça, c'est pour avoir cette allure-là. OK. Donc, migration vers le cloud, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est juste les grosses entreprises? Est-ce que c'est les entreprises complexes? Grosso modo, c'est pour qui? C'est définitivement pas pour tout le monde, dans la mesure où ça dépend, en fait, ça dépend toujours en informatique, là. Ça dépend dans plein de choses, mais en informatique particulièrement. Ça dépend de ce que tu roules dans ton environnement. Donc, dépendamment de ta réalité d'affaires, si tu es loin quelque part en région puis qu'il n'y a pas de bande passante suffisante, déjà, c'est moins un bon fit, le cloud, à cause de ce qu'on appelle la latence, là, donc ce qui va induire un délai additionnel dans l'utilisation de tes applications ou de tes données. Tes usagers vont pester finalement. Ils vont se demander pourquoi tu as pris la mauvaise décision d'aller dans le cloud. Fait que ça, c'est un exemple pourquoi je dirais tu ne devrais pas aller dans le cloud. Il y a certaines applications, des plus vieilles applications qui ne sont pas web-ready, qui sont un peu plus legacy, disons, là, qui s'attendent à un temps-réponse qui est plus court que ce que ton lien vers le cloud va te permettre d'avoir, surtout si tu es à l'extérieur, surtout si tu es loin et où tu n'as pas une bonne bande passante.
Donc là, je ne réponds pas à ta question. Je suis en train de te dire pourquoi tu ne devrais pas aller dans le cloud. Mais la réalité, la réponse, c'est que tout le monde ne devrait pas aller dans le cloud, mais ça n'a pas rapport avec la taille de l'entreprise. C'est sûr que plus tu es grand, plus tu as de moyens et peut-être que tu peux toi-même générer des économies d'échelle qui fait que tu aurais une facilité à rester dans ton centre de données. Mais tu n'auras pas la flexibilité qui sont certains autres avantages des offres infonuagiques, dont celle de RDUI Edwin. Donc, malheureusement, la réponse, c'est ça dépend. Il faudrait vraiment aller dans le détail de l'analyse de ton besoin, l'analyse de ton environnement. Puis de là, on pourrait te dire, est-ce que oui, c'est un bon fit d'aller dans le cloud ou pas? Je dirais que la plupart des fois, la réponse, c'est hybride. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des choses que tu devrais aller dans le cloud. Voici les raisons. Puis là, je ne peux pas te les inventer parce que je ne connais pas ton workload hypothétique. Mais si tu avais un workload hypothétique, quand on a des rencontres comme ça avec des... no offense, là, des vrais clients, eux, ils me disent c'est quoi vraiment leur charge de travail ou sinon, on pose des questions, on fait des analyses, en fait. On fait des analyses de leurs environnements, on collecte l'environnement, puis de là, on peut même informer le client de t'aimerais aller dans le cloud, bien, tel truc, ça va être un bon candidat à aller dans l'infonuagique, puis tel autre truc, tu ne devrais pas aller dans l'infonuagique. Compris. Est-ce que... Disons que je suis entreprise X, Y, Z. J'ai déjà de l'expertise à l'interne. Est-ce que c'est un facteur qui entre en jeu lorsque les gens ou lorsque les compagnies pensent aller vers le cloud? Oui, tout à fait. En fait, le fait d'avoir de l'expertise ou pas à l'interne, c'est pas ça qui fait que tu vas décider ou pas d'aller dans le cloud. Le cloud, on est en pénurie de main-d'œuvre. Puis là, je peux dire ça parce que je sais que ça va bien vieillir. Là. Les chiffres disent que jusqu'en 2030, on va être en pénurie de main-d'œuvre. Donc, on est en pénurie de main-d'œuvre. Le fait que tes employés que tu veux conserver parce que c'est des chics personnes, puis bon, etc., tu les connais depuis longtemps, ils font un bon travail. Quand tu vas dans l'info nuagique, tu leur enlèves pas du travail. En fait, c'est que tu vas juste leur permettre de faire un travail qui a probablement plus de valeur pour ton entreprise et pour tes clients. Et le plumbing, là, la base de l'infrastructure qui intéresse de moins en moins les gens, d'ailleurs, bien, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ce quelqu'un d'autre-là, bien, c'est le cloud. Ça peut être donc RDUI Edwin. Excellent. Tu as mentionné le mot hybride. Mm-hmm. Encore une fois, client, je voudrais savoir si c'est pour moi, si c'est pas pour moi. C'est quoi la meilleure définition de hybride? Hybride, en fait, ça aussi, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais mettons, si on fait de l'infrastructure hybride, ça veut dire que tu aurais certaines composantes de ton environnement qui demeurent chez toi, dans ton environnement à toi, dans ton centre de données ou dans tes bureaux, et tu aurais une autre portion qui serait à l'extérieur de tes centres de données dans une offre infonuagique. Donc ça, c'est hybride, c'est un mix de ressources. Fait qu'un des exemples qu'on pourrait donner par rapport à ça, c'est, disons, tu roules tes services de fichiers. Encore une fois, ça dépend. Mais si tu as, disons que dans ta business, tu as des très, très gros fichiers, que ce soit pour du marketing ou pour du CAD ou des trucs comme ça, et que tu es dans une région éloignée qui est moins bien desservie par des liens de haute vitesse, bien, peut-être que ça peut être intéressant de garder ces données-là chez toi, les données CAD ou les données de marketing, de façon à ce que tes usagers puissent faire des manipulations à la vitesse du réseau local, c'est-à-dire excessivement vite. Puis pour le reste, ce qui peut être décentralisé, comme par exemple la messagerie, le reste des partages de fichiers, peut-être le ERP, bien celui-là, tu pourrais l'envoyer dans l'info nuagique. Donc ton environnement, un environnement comme ça serait un environnement typique hybride. Tu as une partie chez toi, une partie pas chez toi, puis tu as les bonnes raisons d'avoir certains morceaux qui ne sont pas chez toi, puis certains autres services qui sont à ce moment-là chez toi. Là. C'est pas juste une question de tarification, c'est vraiment une question de quelle façon que les applications sont utilisées, l'infrastructure qui est déjà en place, toutes ces choses-là finalement mises en compte. Exact. C'est aussi financier, mais c'est pas seulement financier. Parce qu'éventuellement, il va y avoir des avantages, des inconvénients de faire... Il y a des applications qui pourraient rouler bien dans le cloud ou bien dans ton centre de données. Mais là, c'est peut-être le coût qui va faire la différence. Ou les autres features du cloud, comme l'élasticité, la flexibilité, le scalability. Là, je parle tout en anglais, là, mais les gens d'informatique utilisent ce lingo-là habituellement. Mais bref, les autres avantages du cloud, tu vas dire, ça me coûte plus cher,
Mais j'ai l'avantage que si ma compagnie grossit excessivement vite, je n'aurai pas besoin de commander du nouveau matériel et attendre après pendant 6 mois. Parce que là, on est en 2023, puis en 2023, puis en 2022, puis en 2021, c'est infernal, les délais de livraison. Donc, dans le cloud, l'avantage, c'est que ta compagnie grossit, tu as un nouveau requis de sécurité ou de conformité qui te fait que tu dois garder beaucoup plus de données rapidement. Bien, c'est clic, 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 et tu as soudainement plus d'espace. Alors que si tu es chez toi, bien, chez toi, c'est tu nous appelles, on va faire un entretien, on va faire une analyse, on va te recommander quelque chose, tu vas placer une commande, puis dans 4, 5, 6, 8 mois, tu vas le recevoir. Là, on va l'installer, puis éventuellement, tu vas pouvoir le consommer. Mais c'est peut-être pas assez rapide pour ton besoin d'affaires, en fait. Le scaling doit être planifié, finalement. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Alors que dans l'info nuagique, il doit aussi être planifié. Mais nous, on a beaucoup plus de ressources qui sont en attente. Tous les fournisseurs info nuagiques ont plus de ressources en attente. Puis à ce moment-là, bien, elles sont disponibles pour toi littéralement avec quelques clics. Superbe. Bon, ben écoute, ma compagnie XYZ est prête à avancer. On a eu un meeting avec le directeur architecte de solutions ici. C'est quoi les considérations, les défis que j'aurais pour ma compagnie à vouloir passer à on-prem, au cloud ou hybride? Mm-hmm. Je dirais que ça a principalement rapport à la connaissance, comme n'importe quoi qui est un peu nouveau. Puis je ne suis pas en train de dire que le cloud, c'est nouveau. R2I, ça fait 10 ans qu'on fait du cloud bientôt. Le cloud, ça existe depuis un bon moment. Mais c'est la connaissance. Donc, si ton partenaire ou tes ressources internes, parce que tu pourrais aussi décider de faire toi-même, de décider toi-même de t'en aller vers AWS, par exemple, si tes skills, tes ressources internes ou tes compétences de ton partenaire ne sont pas assez solides pour justement faire cette analyse-là et faire les recommandations de est-ce que je devrais aller dans le cloud? Et si oui, qu'est-ce qui devrait aller dans le cloud? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est un peu? Est-ce que c'est à peu près rien? C'est vraiment, ça a vraiment rapport avec l'expertise. C'est ça le défi, je dirais, principal. Au Québec, comment dire de façon polie? Au Québec, bien, je suis québécois, donc je vais le dire, je parle de moi-même entre autres, mais au Québec, on est toujours un petit peu à l'arrière de ce qui se passe d'un point de vue technologique. Souvent, on rencontre des clients puis on leur dit telle nouvelle chose qui vient d'être inventée. Ça fait 2 ans que c'est semi-mainstream. Est-ce que tu en veux? Puis la réponse, c'est souvent, bien, s'il n'y en a pas des milliers qui l'utilisent, moi, je ne veux pas être le premier à me risquer. Oui, mais tu n'es pas le premier, là, ça fait 2 ans que ça existe. Oui, mais il n'y en a pas assez, je n'en connais pas autour de moi qui utilisent ça, donc je ne vais pas le faire. C'est arrivé avec l'hyperconvergence, c'est arrivé avec la virtualisation. Moi, ça fait 30 quelques années que je suis en TI, puis je le vois, ça. Excellent, excellent, compris. Donc, il doit y avoir des risques aussi avec ça, j'imagine. Donc, quel risque j'ai, moi, en tant qu'entreprise? Mm-hmm. Bien, ça revient un peu à ce que j'expliquais à l'instant. Les risques sont souvent liés à l'expertise ou au manque de connaissances, ou pire, même à l'improvisation. Donc, ce que je disais tantôt, c'était par rapport à la qualité de tes ressources internes, des connaissances de tes ressources internes, ou si tu fais affaire avec un partenaire, bien, la qualité et l'expertise de ce partenaire-là. Je dirais que l'improvisation, c'est quand on est en art, c'est parfait, là, mais en informatique, l'improvisation, c'est rarement une bonne nouvelle. Puis quand on fait un move du traditionnel vers l'info nuagique, ben, l'improvisation, c'est encore c'est encore pire. Fait que vraiment, l'improvisation, la qualité du partenaire, c'est des choses qui sont importantes. Sinon, la préparation. Donc, encore une fois, je reviens au partenaire ou à tes ressources internes. Il faut faire des analyses. Des analyses, ça ne veut pas nécessairement dire des choses qui s'étalent sur des mois ou des semaines ou des années puis qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Des fois, en fait, ça ne coûte même rien. Mais c'est juste de prendre le temps de capter l'environnement, donc de collecter l'environnement. Tu as un environnement actuel, tu roules des charges de travail puis ça va quand même bien. Tu aimerais ça que ça aille mieux, tu aimerais ça que ça scale plus, tu aimerais ça que ça soit peut-être plus performant. Tu n'as peut-être plus assez de ressources pour le gérer toi-même. Donc, tu considères l'info nuagique. Collectons l'environnement, on va faire une analyse de performance de l'environnement sur quelques jours, quelques semaines, puis suite à ça, on peut te faire des recommandations. Là, je parle de « on » étant R2I Edwin, mais un partenaire de qualité va prendre le temps de faire ce travail-là avec toi ou pour toi, pour que justement, on n'improvise pas. On se base sur des réelles données, puis de là, on va pouvoir te dire qu'est-ce que tu devrais bouger, puis combien tu devrais consommer dans l'info nuagique. Parce qu'ultimement, tu vas avoir une question pour nous, c'est
combien ça va coûter tout ça? Bien, je ne peux pas répondre à cette question-là tant aussi longtemps qu'on ne collecte pas l'environnement. Parce que si on collecte l'environnement, on va avoir une réelle idée de ce que tu consommes, puis on pourra, à ce moment-là, allouer les bonnes quantités de ressources dans l'info nuagique. Donc, la préparation, c'en est un. La rationalisation de l'environnement existant. Ce que je veux dire par là, puis ça, c'est un classique, je le vois littéralement toutes les semaines. Un client me dit, j'ai X nombre de processeurs, X nombre de gigabytes de mémoire, donc fais-moi une soumission cloud. Ça ne marche pas comme ça. Oui, je pourrais faire ça, mais dans l'environnement que tu as chez toi, tu ne roules sûrement pas à 99% d'utilisation. Tu roules probablement à 50, 60, des fois ça peut être... En processeur, souvent on voit 15-20% d'utilisation. J'ai même vu 5% d'utilisation. Okay. Avec 5% d'utilisation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part, puis ce quelqu'un-là, c'est pas moi, là, c'est toi avec ta compagnie ABC Inc., là, qui a payé 20 fois trop cher pour les processeurs. Tu en utilises 5%. Je te l'ai dit, j'avais besoin de ton aide. C'est ça. Donc, bref, la rationalisation. Ça revient à l'analyse, ça revient à l'expertise. On collecte l'environnement, puis on fait des recommandations basées là-dessus. Souvent, là, la règle du pouce, en processeur, on met souvent la moitié dans le cloud, on met souvent la moitié de ce qu'il y a d'alloué sur site. Puis la mémoire, on sauve normalement quelques dizaines de pourcents de mémoire. Donc, une grosse économie. C'est une grosse économie. C'est une grosse économie, définitivement. Wow. J'ai, comme toutes les compagnies d'ailleurs, j'ai du data sur mes clients dans mon entreprise. Est-ce que R2I peut m'assurer une migration en toute sécurité? Assurer, bien, on est en informatique, donc on ne peut pas assurer quoi que ce soit. On peut minimiser les risques, on peut mitiger les risques parce que justement, on a cette expertise-là. On l'a déjà fait, comme je l'ai dit, avec des petits, des moyens, des monstrueux clients. Ça revient à ne pas l'improviser, le préparer. On se fait un plan de migration ensemble, on va expliquer, basé sur notre expérience, comment le plan de migration devrait être exécuté. Et on a certains clients, en fait, qui veulent exécuter eux-mêmes le plan de migration que nous, on a fait. Parce que notre cloud, en fait, on n'est pas obligé de tout faire. J'arrête pas de parler des services conseils, des services professionnels, mais en réalité, ton équipe peut faire le gros du travail. La plupart du temps, les clients veulent qu'on le fasse ensemble, mais un n'empêche pas l'autre. Là. On peut vraiment le faire en collaboration. Donc, on fait un plan ensemble. On fait aussi... on va générer en fait un projet. Le projet va avoir une portée bien spécifique. Puis on a à ce moment-là un gestionnaire de projet du côté de R2I qui va gérer le projet avec ton gestionnaire de projet à toi, qui va gérer les équipes, qui va s'assurer que tous les jalons sont bien atteints, puis on passe au prochain, puis etc. Fait qu'on a, par rapport à la sécurité puis à la disponibilité, on a récemment migré un assez gros client, un assez gros client là, qui avait vraiment une grosse charge de travail. Puis on les a rencontrés après dans un événement mondain, bien justement pour le lancement d'Edwin. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que, puis il ne me l'avait pas dit lors de nos entretiens, mais ce qu'il a dit, c'est que la migration a tellement bien été que leurs usagers, puis on parle de centaines d'employés, là, avaient entendu qu'il y avait une migration cette fin de semaine-là. Puis quand ils sont arrivés le lundi, ils ont dit là... la migration n'a sûrement pas marché parce que tout fonctionne comme avant. C'est quand que ça va être la migration? Puis il dit yes, c'était en fin de semaine la migration. Fait que c'est migré, tout a bien été. Fait. Très cool. Ouais. Très cool. Ah ben écoute, justement, je t'ai pas demandé un use case, mais tu viens de m'en donner un. Là. C'est superbe d'entendre ça. Dernière question. Écoute, moi, je me sens mieux équipé que je l'étais au début. Donc, je te remercie beaucoup pour l'information. Ma dernière question, aurais-tu des conseils pour les entreprises, justement, qui regardent à faire une migration vers le cloud? Bien, je dirais de faire leur devoir. Là, je vais encore répéter l'expertise, mais de faire leur devoir, de rencontrer différentes personnes ou différentes compagnies qui ont une expertise en info nuagique et puis voir qu'est-ce que ces gens-là ont à dire, en fait? Parce que ce que tu veux quand tu vas valider la faisabilité de ton projet, c'est d'avoir les recommandations de différentes personnes. Tu peux aussi demander à faire une preuve de concept. Donc, une fois que on travaille ensemble, on fait une analyse, on fait la fameuse collection, la captation dont je parlais, on va te faire des recommandations, on va t'expliquer c'est quoi les risques s'il y en a, les délais s'il y en a, on va tout expliquer ça. Mais une fois que
tu as cette information-là, revalide ailleurs. Valide avec d'autres personnes pour être sûr que tu es vraiment en confiance. Une fois que tu as fait ça, bien, c'est sûr qu'une fois que l'analyse est faite, tu peux demander à faire une preuve de concept. Un des points qui est aussi intéressant, c'est de... Tu es en ce moment dans un environnement dit traditionnel on-prem. Si tu parles à quelqu'un qui ne fait que de l'info nuagique, ça c'est mon conseil à toi, ça donne que c'est ce qu'on fait chez R2I, mais de salaire biaisé. Ça l'est peut-être un peu, mais c'est vrai aussi. Tu parles à quelqu'un qui fait de l'info nuagique parce que tu veux aller dans l'info nuagique, mais tu pars d'un environnement traditionnel. Donc, tu veux vraiment avoir quelqu'un qui a la compréhension des deux, qui va te faire la meilleure recommandation de un ou de l'autre. Tu vas voir un boucher, il risque de te proposer un steak ou une côtelette de l'agneau ou quelque chose comme ça. Si tu vas voir un diététicien, il va te proposer peut-être de la viande, peut-être pas, peut-être des pois verts, peut-être de la luzerne. Ça va peut-être être moins excitant à manger, mais minimalement, tu vas avoir la bonne affaire qui va faire que tu vas survivre après. Ouais. Donc, c'est ça. Ah, très bien, Corey. J'aime beaucoup l'analogie. Nicolas, un gros merci, encore une fois. Et puis, on tombe à notre bière. Et puis, cheers, mon ami. Merci beaucoup à notre audience de nous avoir écoutés. Avec plaisir. Merci beaucoup, Paul. Bye bye.